dans Aquarius. Merci, merci. On va commencer par le début. Les durées de mission dans l'Aquarius sont toujours à peu près d'une semaine? Non, ça peut varier. Thomas fait une mission de 9 jours. Si je me souviens bien, Timothy a dû faire une quinzaine de jours. Nous, on fait une semaine cette fois-ci. Ça varie en fonction du programme de la mission. Et est-ce que la mission peut être prolongée ou elle est toujours très fixe? Non, elle est fixe. Le programme, on a un programme à bord comme le programme de la Station Spatiale Internationale. Je peux te montrer rapidement. C'est une sorte de plan de vol qui nous indique exactement ce qu'on a à faire. Et c'est à la minute près. C'est vraiment quelque chose de très précis. Et ça ressemble vraiment à ce que les astronautes ont à bord de la station. Donc voilà, c'est un appareil sur iPad. Il faut que tu montes un peu. Oui, et voilà, tu vois le plan. Donc moi, je suis la ligne ici, et puis ce sont les activités qu'on a à faire. Donc tout est minuté, c'est par des créneaux de 5 minutes. Et tac, 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 comme ça. Donc ce qui fait qu'on n'a pas la possibilité de jouer avec un peu du temps ni de l'étendre. C'est exactement ce qu'on va faire pendant la mission et il n'y aura pas d'extension. Qu'est-ce que Nimo apporte par rapport aux missions d'entraînement que vous faites par exemple dans les grottes? C'est complètement différent. Il y a des similarités, c'est pour ça qu'on appelle ça des analogues. Je ne suis pas encore allé dans les grottes, dans le cave pour Habitat. Mais bon, ils sont dans un environnement qui est confiné, certes, mais qui ressemble à l'environnement dans lequel on peut trouver une grotte, ça ressemble à son complètement sur place. Ici, la particularité, c'est qu'on est une vingtaine de mètres sous la mer, on est 15 km au large des îles de la Floride, et on est complètement saturé en azote, du fait de la profondeur. D'accord. Ce qui fait qu'on ne peut pas remonter à la surface comme ça. Si on remontait maintenant, pour une raison ou pour une autre, et bien si on nous mettait immédiatement dans une chambre de décompression, les bulles d'azote qui sont dans notre corps vont se dilater comme quand on ouvre une bouteille de Coca-Cola. Et évidemment, ça peut conduire à des problèmes de santé et même à mourir. Dans une situation, si on remonte à la surface, on en a. Donc, on est dans un environnement qui est potentiellement dangereux. Et pour remonter le dernier jour, on va avoir 14 heures de lente décompression dans le module. Pendant les premières heures, on va respirer de l'oxygène pur. Donc la particularité ici, c'est qu'on est confiné dans un module. Je peux te le montrer. Là, tu vois, on a ici le compartiment couchette. Tu le vois au fond là? Oui, oui, oui. Voilà. Là, c'est la zone de travail avec la zone repas où je me trouve. Et ensuite, on a un autre module de l'autre côté. Là, un compartiment au fond, tu vois. Une zone de travail. Et après, il y a une autre zone derrière qui est la zone humide où se trouvent nos scaphandres et nos équipements de plongée. En fait, c'est un compartiment où on a de l'eau en surface. Il y a un escalier qui descend dans de l'eau, qui est maintenu par la pression interne, et c'est notre tasse de sortie. Donc on a je dirais, le danger potentiel extérieur, qui nous oblige à être extrêmement strict et vigilant pour faire des procédures de sécurité, comme à bord de la station. On a été entraîné sur tous les risques potentiels qu'il pouvait y avoir, feu à bord, inondation du module, il y a comme une dépressurisation de la station, intoxication par des fumées. Et dans ces cas-là, évidemment, tout est prévu. Si jamais il y a le moindre problème, on a une petite zone de secours à l'extérieur qui est comme une cloche renversée, on peut se mettre à l'intérieur. Et on attendrait les secours ici avec un bateau qui viendrait avec une chambre de décompression à bord. On monterait deux d'entre nous, ou trois, qui se mettraient à l'intérieur. On les ramène au port. Là, il y a une chambre de décompression plus grande. Et ensuite, le bateau vient chercher ceux qui restent. Donc tout ça, c'est bien étudié, il y a toute la sécurité à quelque chose en compte, mais on est dans un environnement qui est un petit peu hostile, comme dans la station internationale, on est dans un module protégé, c'est notre cocon, on vit à l'intérieur, on travaille à l'intérieur, et dehors, même si c'est que de l'eau, même si on évite la plongée, c'est pas un environnement dans lequel on peut survivre. Ça fait à peu près combien de mètres carrés?
How many square meters do you have here? Square meters. I don't know, c'est en feet, tu sais. Long by 3 in diameter. So if you can 6 do mètres de that. long et 3 de diamètre. Vous avez fait une EVA à gravité martienne hier. Oui. D'abord, est-ce que vous faites que à gravité martienne? Est-ce que vous avez fait gravité lunaire? Et comment vous procédez? Alors, on a d'abord fait des EVA en gravité, en microgravité. L'objectif ici, on simule une mission martienne. Donc, pas le voyage vers Mars, mais on est arrivé à bord, on est près de Mars. Première chose qui ont été faites, les premières EVA, on sortait en apesanteur, en flottaison libre, pour faire du forage, avec un bras qui est articulé au bout du une perceuse, une grosse perceuse, et on fore pour essayer de prendre des carottes du sol. C'est en apesanteur parce qu'on est censé à ce moment-là être autour d'un astéroïde ou des lunes de Mars. Les lunes de Mars ont une gravité très faible. Et le deuxième aspect, c'est ce qu'on veut faire encore aujourd'hui. On est sur Mars, on part à l'extérieur, on fait l'exploration. On a 5 minutes de délai de communication avec l'extérieur, avec le centre de contrôle. Donc si on pose une question, ils auront dans 5 minutes et ils nous répondront, on aura la réponse au bout de 10 minutes. Donc la façon dont on travaille, on part à l'extérieur, on a un circuit d'exploration pour déterminer, on fait nos tâches, et au bout de 10 minutes, on revient à l'endroit où on était, où on a fait le circuit complet, de manière à ce que si le sol a des informations à nous transmettre, on dira, c'est pas cet échantillon de roche que l'on veut voir, mais celui-là me paraît plus intéressant, et bien on est de nouveau sur place sans perdre de temps. C'est vraiment comme une simulation sur Mars. Donc le challenge, c'est comment l'équipage peut être autonome pour faire ses tâches, prendre des décisions en fonction des informations qu'il a, sans être trop dépendant du centre de contrôle, et comment on peut efficacement récupérer les informations, prendre en compte les informations du centre de contrôle avec ce délai de communication. C'est pour ça qu'on fait ces compétitions. On a un gars qui reste à l'extérieur, à l'intérieur, un autre, un petit rover qui pilote pour nous suivre. Et donc, ce qu'on fait par exemple, on a une zone, un rocher ou un aspect géologique identifié, on le filme, on le mesure, on donne les informations de position, de taille, on envoie ça, et puis le sol nous dit 10 minutes après, ah, à côté on a vu un truc qui paraît bien mieux, est-ce que vous pourriez aller le voir? Donc on repère ce qu'ils veulent, en fonction des indications qui nous sont transmises par la voix, par notre collègue à l'intérieur. Une fois qu'on l'a trouvé, on essaie de nous-mêmes de trouver une autre caractéristique géologique qui est identique à celle qu'ils nous ont demandé, de manière à essayer parce qu'on sait maintenant ce qu'ils cherchent exactement. J'ai vu aujourd'hui que vous aviez une vidéo avec des lunettes connectées. Vous testez souvent des technologies qui vont servir et qui vont partir dans l'espace. Oui, alors on teste aussi une expérience de l'ESA, qui en fait, on a mis, l'ESA développe, c'est un prototype qu'on a actuellement, mais l'ESA développe un système dont l'objectif est d'aider les astronautes à être plus efficaces dans la station lorsqu'ils font quelque chose de compliqué et qu'ils ont les mains prises, occupées par leur travail. Donc un exemple, quand un astronaute doit travailler sur un rack ou une expérience qui est compliquée, il a la procédure sur un PC portable. Donc il regarde l'étape de la procédure, il va travailler, à un moment donné il ne se souvient pas, il revient, il doit devoir voir le portable, et le portable n'est pas localisé à l'endroit où il travaille. Donc ce que l'ESA met en place, c'est étudier différents systèmes. On a une combinaison entre un heads-up display, c'est un Google Glass, qui nous montre la procédure, ou par un commande vocale, en utilisant Next ou Previous, on peut faire déplacer l'étape de la procédure. On a si les images sont trop petites, on peut les voir sur une tablette. Et ensuite, on a un smartphone qui nous permet de faire une vidéoconférence avec les experts au sol pour nous guider. Ils voient à travers notre Google Glass, ils voient par-dessus nos épaules. Et si on a un problème, on leur montre. Et eux, ils peuvent nous montrer aussi sur le... Donc, c'est une assistance en temps réel. Et à ce moment-là, on est en temps réel. Hein. Et c'est aussi une possibilité de... On peut travailler beaucoup mieux quand on n'a pas à repartir voir la procédure. Donc, normalement, tous ces systèmes-là devraient être intégrés complètement dans un ou deux éléments et voleront à bord de la Station Spatiale Internationale pour un premier test avec Andreas Mogensen, mon collègue qui est ici, pour sa première mission dans l'espace. Donc, ce qu'on fait là, c'est on fait un pré-test de manière à donner des recommandations pour finaliser le développement de cette expérience.
Allez, Et bonne Marianne, fin de mission. Bye bye. bonjour du fond de l'océan. Merci.